On va reprendre cet après-midi. Alors, on me fait passer le message de vous rappeler qu'il y a des expositions alors, dans la salle panoramique, vous l'avez vu, aussi dans la salle 413. Donc, avant de repartir, s'il y en a qui veulent aller voir l'exposition de Jules Malleus et Pink Belette, on vous rappelle que la salle est ouverte pour ça et que, bien sûr, vos retours sont importants pour eux. Je remercie Clémence Lacour d'avoir accepté de présider cette session donc, de notre dernier après-midi qui va spécifier ses enjeux sur les questions, le domaine un peu des personnes âgées. Bonjour. Donc effectivement, la présente session va être une session spéciale personnes âgées. Elle va être l'occasion d'approfondir les difficultés spécifiques qui sont posées en fait par les situations dans lesquelles l'affaiblissement, la vulnérabilité qui peut gêner, voire faire obstacle à l'exercice des droits est lié à l'âge. Et également aussi va être développée toute la dimension en fait de comment mieux prendre en compte la parole des personnes âgées. Donc ça va être l'occasion de s'appesantir sur cette question. La spécificité effectivement du secteur personnes âgées et surtout du secteur en fait personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives est qu'il y a un déficit de représentation par la personne elle-même et donc il est effectivement en pratique difficile de recueillir en fait, enfin, d'écouter et de recueillir la parole de cette personne. Alors pour nous parler de cela, on va intervenir dans l'ordre dans lequel je les présente. Donc Laura Guérin, qui est sociologue post-doctorante au CERIES, qui est donc Mouna Romdani, gériatre à l'hôpital Bretonneau à PHT. Qui ont animé le volet Alzheimer du programme Cap Droit. Donc c'est le programme qui avait été lancé suite à la conférence qui s'est tenue en 2015 sur la capacité et qui a pour objet d'accompagner les personnes handicapées, les personnes âgées à débattre sur l'exercice de leurs droits. Et donc ça constitue un des apports essentiels de cette conférence et surtout dans le cadre en fait de cette session spécifique, elles vont mettre en lumière le fait que la mise en œuvre de ce programme n'a pas forcément été facile justement chez les personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives. Nous aurons ensuite l'intervention de Fabrice Xil, donc responsable du soutien à la recherche et à l'innovation sociale à la Fondation Médéric Alzheimer, qui va revenir quant à lui sur une expérimentation qui a été conduite en partenariat avec Jean-Luc Noël, psychologue clinicien, qui consiste en l'animation de groupes de parole de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer qui visaient à recueillir en fait l'expérience de ces personnes, enfin qui visent toujours d'ailleurs parce que si j'ai bien compris ça existe toujours et même ça s'étend. Ensuite, monsieur Joseph Krummenacker, président de la FNAPAF, qui est une fédération représentative du secteur social, médico-social, et qui regroupe des familles et des amis des personnes âgées qui sont accompagnées à domicile ou en établissement. Et donc, qui va revenir sur l'expérience vécue dans le cadre de la fédération, sur les questions de recueil de parole également et de situations dans lesquelles il y a des tensions en fait entre les droits des personnes et puis les contraintes légales qui peuvent exister. Enfin, Madame Sabrina Borloo-Leroy, psychologue référent bientraitance à ADEF Résidence, qui est une organisation gestionnaire d'établissements et qui reviendra aussi là notamment sur certains points de tension qui peuvent exister en fait entre exercice des droits des personnes âgées et contraintes dont en fait elle a pu être témoin dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Donc écoutez, je laisse la parole donc à mesdames Romdani et Guérin.
Bonjour à tous. Je me représente rapidement. Donc, je suis sociologue postdoctorante au CERIES et donc j'ai réalisé une thèse sur l'alimentation en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et à ce titre, j'ai pu mener une réflexion sur notamment le refus alimentaire en établissement, donc en EHPAD, à la fois comment il est perçu par les professionnels et aussi comment il est accepté ou non, notamment dans un contexte où aujourd'hui les politiques de santé publique se centrent beaucoup sur la lutte contre la dénutrition, donc plutôt l'idée de faire manger les personnes, de s'assurer qu'elles ont consommé assez de ressources énergétiques par jour. Et donc, peut-être je reviendrai par la suite sur cette recherche. Et je voudrais d'abord parler donc, de notre ambition de trinôme dans le cadre du projet Cap Droit sur donc, les personnes âgées dites Alzheimer. Et sur sa spécificité dans le sens où aujourd'hui, on n'a pas à proprement dit de situation à vous rapporter parce qu'on n'a pas réussi à faire d'atelier avec notre trinôme. Et c'est précisément sur cette absence de situation qu'on aimerait mener une réflexion en montrant qu'il s'agit moins d'un échec que peut-être sûrement un résultat à proprement dit. Parce que ces difficultés rencontrées sont révélatrices des situations étudiées. Elles disent quelque chose de la difficulté de recueillir et faire entendre la parole des personnes âgées diagnostiquées soit avec Alzheimer, soit avec d'autres maladies neurodégénératives. Donc la difficulté aussi de recueillir leur parole sur la question de l'exercice de leurs droits. Et donc pour ça, je vais essayer un petit peu, ensemble, on va essayer de faire un peu l'historique de cette tentative qui n'est pas terminée, hein, mais de faire un peu le point sur les premiers mois qui ont été le nôtre autour de cet atelier. Donc en fait, on s'était réunis en mai 2017 avec donc Benoît Hérault, avec Mouna qui est ici, qui est médecin gériatre, elle va se présenter tout de suite. À l'hôpital Bretonneau, et puis avec aussi le professeur Druna, qui est aussi médecin gériatre. Et donc l'objectif, c'était bien de constituer un trinôme dédié donc à l'analyse des conditions d'exercice des droits et de l'accompagnement à la décision des personnes diagnostiquées Alzheimer. Et on peut dire que la constitution de ce trinôme, elle s'intégrait largement dans nos parcours professionnels respectifs. Premièrement parce que Mouna, elle est médecin gériatre à l'hôpital Bretonneau, et donc elle est confrontée chaque jour à l'évaluation de la capacité des personnes âgées accueillies qui sont hospitalisées, notamment. Et puis pour ma part, comme je vous disais, j'ai réalisé cette thèse sur l'alimentation en EHPAD, et j'ai pu observer des formes de contraintes qui passent souvent inaperçues dans l'ordre du quotidien, qui sont peu visibles socialement et qui pourtant existent et qui posent cette question de leur prise en compte dans le droit ou pas. Donc l'enjeu premier, c'est d'abord de constituer notre trinôme en intégrant une personne directement concernée par cette situation, donc qui connaît un diagnostic en termes d'Alzheimer ou de maladie neurodégénérative, et qui pourrait qui pourrait co-animer avec nous ce trinôme. Et cette réflexion est certainement d'autant plus importante à mener auprès des personnes âgées que le cadre juridique, quand même, notamment des EHPAD, est assez particulier, parce qu'il y a beaucoup aussi de recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Et donc, les pratiques professionnelles, on s'inscrit plus largement dans le droit souple, qui a du poids. Voilà, donc ça ne veut pas du tout dire que la question du droit ne se pose pas, et en tout cas, elle ne se pose pas seulement dans le contexte de la mise sous protection. Elle se pose aussi dans toutes des situations très informelles du quotidien, très, très banales. Je vais laisser la parole à Mona. Donc il était plus facile pour moi en fait de faire la recherche du patient qui allait nous aider à constituer le trinôme, puisque je travaille quotidiennement avec ce type de patients âgés ayant ce type de maladie. Et pour que ce type de patient puisse participer à notre trinôme et à ce travail, il fallait que la maladie ne soit pas à un stade avancé, ou en tout cas que les capacités de compréhension et le langage ne soient pas altérés, et que le patient puisse participer aux discussions. Alors pour ma part, effectivement, je travaille à l'hôpital Bretonneau. Je suis responsable d'une unité d'hospitalisation aiguë, mais je fais également des consultations. Seulement, en fait, les patients que je vois moi quotidiennement ne correspondent pas aux critères que j'ai énoncés, puisque je vois des patients qui sont justement en décompensation aiguë, à des stades plus avancés, ayant des troubles du comportement.
et qui ne sont pas assez stabilisés pour que je puisse les inclure dans ce type de travail. J'en ai donc parlé en fait à mon chef de service afin qu'il regarde dans sa patientèle qui est composée plutôt de patients à des stades légers et ayant des problématiques anxio-dépressives, en tout cas des patients qui seraient plus à même d'être capables de participer à ce travail. J'en ai parlé également à la neuropsychologue qui réalise les tests psychométriques d'évaluation cognitive, qui travaille à l'hôpital de jour et qui reçoit également des patients plutôt à des stades légers à modérés. Et en fait, c'est dans ce cadre, donc en hôpital de jour, que j'ai fait la connaissance de plusieurs patients dont on m'avait parlé et qui pourraient correspondre à ces critères. J'y suis allée en fait une première fois initialement sans ma blouse de médecin et les patients n'ont pas voulu participer. Je pense que je m'y suis probablement mal prise. Je suis arrivée après le déjeuner, ils n'ont pas été très réceptifs et je pense que j'ai peut-être pas pris assez le temps pour instaurer un climat de confiance. En tout cas, ils n'ont pas voulu s'engager. J'y suis retournée une semaine plus tard, puisqu'en fait, les groupes, chaque patient vient une fois par semaine en hôpital de jour. Donc j'y suis retournée la semaine d'après, avec ma blouse de médecin cette fois-ci. Et je les ai rencontrés dans une pièce à part. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance du coup de Madame Willems, une patiente qui venait en hôpital de jour dans le cadre d'ateliers de stimulation cognitive, puisqu'elle a une maladie, elle a des troubles de la mémoire qui ont été diagnostiqués. Je lui ai expliqué l'objet du travail et elle a tout de suite accepté. C'est une patiente qui est avocate de formation, ce qui nous avait paru intéressant pour ce travail de groupe. Connaissant le droit et étant elle-même malade, elle avait une sensibilité particulière vis-à-vis de cette problématique. Donc tout naturellement, on a pensé à elle pour la personne censée constituer notre trinôme et on a organisé un rendez-vous avec Laura où on s'est rencontrés toutes les trois et elle a également accepté. Donc on lui a donné les documents qui nous avaient été fournis d'informations concernant ce groupe de travail et puis ça a été mis en fait dans son dossier médical puisque c'était une des conditions pour qu'elle puisse participer avec nous. Par la suite, mon chef de service m'a parlé d'un patient de sa consultation qui avait écrit un livre sur sa maladie et qui pourrait être intéressé. Je l'ai rencontré alors qu'il venait en consultation. Il a été accompagné de sa femme. Je leur ai expliqué la nature du travail qu'on voulait mener. Mais son épouse, qui l'accompagnait ce jour-là, était plutôt réticente. Elle m'a posé beaucoup de questions. Elle était inquiète à l'idée que ça puisse fatiguer son mari et que ça l'angoisse de participer à ce type de discussion sur sa maladie. Mais j'avais quand même besoin de son accord à elle aussi, puisque c'est son aidante principale, et que j'aurais besoin de son aide par la suite pour organiser les différents groupes. On a eu une troisième personne qui est un patient que j'avais déjà eu dans le service. Et c'est un patient qui a un niveau socio-intellectuel élevé, qui est toujours d'accord pour discuter, donner son avis sur des sujets divers et variés. Et on s'est dit qu'effectivement, il pourrait être intéressé par ce type de travail. Et effectivement, il a donné son accord très rapidement. Donc, je vais te laisser continuer sur le déroulé des événements. Mais pourtant, en fait, entre juin 2017 et décembre 2017, aucun atelier n'aura lieu, alors que pourtant on avait identifié des personnes susceptibles de discuter avec nous, ou Madame Willems qui était d'accord pour animer ce trinôme. Et donc, à ce stade, on a tenté d'émettre certaines hypothèses expliquant cette difficulté à mettre en place les ateliers. Peut-être il faut rappeler que la première fois qu'on s'est rencontré avec Mouna et Madame Willems, on a essayé de resituer l'objectif de ce trinôme. Et quand Mouna a parlé à Madame Willems en lui parlant de sa maladie, Madame Willems a été très interdite et ne savait pas en fait de quoi il s'agissait, et donc elle refusait totalement cet étiquetage en tant que personne ayant des troubles neurodégénératifs. Donc, ce qui peut être tout à fait intéressant dans le cas d'un trinôme, puisque c'est l'objet justement d'un peu déconstruire tous ces étiquetages médicaux, mais ce qui posait aussi problème dans le sens où elle était censée, parce qu'à la fois en tant qu'ancienne avocate, elle avait toute cette expertise qui pouvait être mise en valeur, mais elle ne reconnaissait que cet aspect-là de son identité sociale, et donc
moins sensibles à l'idée de réfléchir à l'exercice des droits dans le cas des situations des personnes âgées dépendantes. Donc c'était aussi problématique. Et puis, deuxièmement, c'est peut-être la plus grande difficulté, c'est qu'à chaque fois, il y a eu 2 possibilités d'ateliers qui ont été organisés. Donc, et à chaque fois, en fait, on peut dire que c'est des rendez-vous manqués, puisque Madame Willems n'est pas venue. Donc, par exemple, une première fois, on devait rediscuter ensemble du trinôme, et puis c'est un premier rendez-vous manqué. On l'appelle par téléphone et elle dit donc avoir oublié. Et puis une deuxième fois, on devait mettre en place le premier atelier. Et donc avec Mouna, on l'attendra d'abord à l'hôpital Bretonneau, dans une salle de réunion qu'on avait prévue à cet effet. Et puis en fait, on ira jusqu'à l'accueil, désespérément en train d'attendre sa venue. Et puis en fait, on l'aura au téléphone et elle nous dit qu'elle est en train de se laver les cheveux chez elle et qu'elle a oublié de venir. Mais toujours avec finalement l'envie aussi de dire mais pas de souci, je viendrai la prochaine fois. Et donc c'est aussi pour ça qu'on peut dire que c'est des rendez-vous manqués. Alors, nous, ce qu'on avait l'intention de faire, on avait quand même organisé en amont un petit peu les ateliers avant de savoir que ça allait être des rendez-vous manqués. On avait dans l'idée de commencer ces différents ateliers par leur présenter une vidéo. Puisqu'en effet, je travaille sur la capacité à décider du retour à domicile. On a, avec mon chef de service, élaboré un test pour cette évaluation. Et j'avais filmé une patiente pour la passation de ce test. Une patiente qui exprimait très bien son désaccord avec l'équipe médicale et le fait qu'elle estimait ne pas être informée de sa situation médicale. Très en colère et qui disait bien dans cette vidéo qu'elle n'était pas respectée et qu'on ne respectait pas ses droits, qu'elle allait partir à l'aventure et qu'elle trouvait inadmissible la façon dont se passait son hospitalisation. Et donc on avait pensé leur projeter cette vidéo et recueillir leurs sentiments, réflexions par rapport à cette situation et ce que ça leur inspirait, et ainsi à partir de là discuter des différents aspects de la limitation de leurs droits. Pour finir, je voudrais peut-être poursuivre sur ces hypothèses qui pourraient expliquer ces difficultés qu'on a rencontrées, qui ne sont clairement pas des difficultés situées, mais qui sont des difficultés à la fois que les professionnels rencontrent ou des difficultés plus larges. Et peut-être la plus grande difficulté, c'est de recueillir la parole de personnes âgées diagnostiquées Alzheimer, de requérir cette parole, et aussi qu'elle soit pensée en termes de droit. Et là, je voudrais juste revenir très, très rapidement sur la situation que j'ai présentée ce matin au cours d'un atelier où il était question d'un monsieur avec qui qu'on avait prescrit de l'alimentation mixée en EHPAD et qu'il refusait catégoriquement cette alimentation. C'est la directrice de l'établissement qui m'a raconté cette histoire. Je suis allée voir ensuite dans le dossier médical et on voyait vraiment que le résident avait plusieurs fois demandé à son médecin de ne pas avoir cette alimentation particulière et à chaque fois c'est un refus de la part de médecin et le résident décide, donc il est ancien métallurgiste et syndiqué et il décide de faire la grève de la faim et de positionner sur sa table une feuille où il était marqué j'ai un bon dentier, je ne veux pas manger cette saloperie, vive le repas normal. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que finalement, là, on voit à quel point, pour faire valoir son droit, on le fait valoir dans une situation totalement informelle, au cours d'un repas en EHPAD. Et je trouve que ça montre à quel point, aujourd'hui, des formes de contraintes très informelles du quotidien ne sont pas pensées ou plus visibles en termes de droit, et d'où l'intérêt de poursuivre ce trinôme. Voilà. Merci. Comme les intervenantes vont peut-être devoir partir avant la fin de la session, éventuellement si des questions dans la salle, voilà, on peut répondre tout de suite à quelques questions et puis après on enchaînera et puis on gardera peut-être les questions pour peut-être pour la fin des interventions. J'ai une question à vous poser. Vu les difficultés que vous avez rencontrées
au recueil de la parole des résidents, résidentes. Et qu'est-ce que vous avez pu récolter alors? Du coup, pour l'instant, les ateliers n'ont pas eu lieu. Voilà, pour l'instant. Donc, vous allez... Oui, on va essayer de continuer bien sûr le travail, mais pour l'instant, voilà, on voulait décrire la situation et montrer les difficultés et analyser les difficultés. Il n'y a pas d'autres moyens d'accrochage? Du coup, il avait une autre question, je crois. Non, mais il y a peut-être des méthodes pour accrocher les gens. En fait, il faut des rappels réguliers, si vous voulez. Donc, comme on l'a dit, c'est des patients qui ont des troubles de la mémoire et donc qui notent, mais malgré ça, qui oublient. Et donc, il faut des rappels réguliers. Voilà, il y a eu des problèmes d'organisation, mais c'est essentiellement ça. Bonjour. Votre réflexion sur le fond est peut-être intéressante. Sur la forme et compte tenu de la pathologie des personnes concernées, effectivement, vous évoquez certains problèmes qui sont des freins à la mise en œuvre. Avez-vous prévu d'élargir votre recherche à l'aide des aidants qui rappellent le rendez-vous ou à des méthodes que vous mettez vous-même en place de rappel des rendez-vous? Est-ce que la mémoire est la réalité ou le prétexte à ne pas participer? Et est-ce que vous avez prévu, le cas échéant, d'élargir votre recherche, non pas au seul hôpital Bretonneau, mais plus largement et à travers toute la France éventuellement? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un des patients qui a son aidante principale, mais les deux autres patients vivent seuls. Et je n'ai pas sollicité de personnes ressources qui auraient pu nous aider. Mais effectivement, ça peut être une piste de voir dans l'entourage de chacun des patients. Voilà. Après, pour le patient qui vit avec son épouse, on avait des contraintes de planning où c'est un patient pour qui toute la matinée était réservée au lever, à la toilette qui prend beaucoup de temps, au déjeuner. Et donc, c'est un patient qui ne pouvait être disponible que l'après-midi. Et pour des contraintes de planning, c'est vrai qu'on n'avait pas pu réunir tout le monde. Et chaque atelier était aussi soumis à la présence du trinôme. Et ça n'avait pas été possible. Donc, il y avait plusieurs contraintes à chaque fois qui ont fait que les rendez-vous n'ont pas pu être faits, quoi. Je veux bien répondre aussi par rapport au fait que, certes, par exemple, il n'y a pas eu ces ateliers, mais que, justement, par exemple, moi, dans ma thèse, les personnes que je voyais chaque jour, d'un jour sur l'autre, elles ne se souvenaient pas de moi. Mais pour moi, c'est pas parce qu'elles ne se souvenaient pas de moi que, justement, on ne peut pas mener une réflexion sur la contrainte légale et le respect des droits des personnes âgées, mais c'est juste qu'on doit, nous, produire des ajustements méthodologiques, s'adapter, trouver avoir une sorte de créativité pour voir comment on peut faire autrement. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'on doit changer justement sur la prise des rendez-vous, sur la possibilité de venir plus rapidement ou de faire des ateliers sur le vif. Il y a des choses à faire et c'est pas seulement des personnes qui auraient oublié. Il y a peut-être aussi nos indisponibilités qui sont les nôtres et qui font que tout projet collaboratif, on a beaucoup utilisé ce mot-là dans les ateliers ce matin, demande des ajustements de tout le monde. Et donc peut-être qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Alors peut-être la dernière question et après je vous propose qu'on continue en fait. Merci de me donner la parole. Jean-Pierre Blin, je suis retraité et ma mère est en maison de retraite, EHPAD. Et je peux vous dire, bon, la psychiatrie, c'est une expérience dont on se dispenserait bien, mais on aimerait bien également qu'il y ait des enquêtes de fait dans les EHPAD et un peu plus attentives que ce qui a été fait par le ministère de la Santé. Ça devait être en 2016, qui a été publié, dans lequel les questions étaient d'une banalité telle que, bon, on ne peut pas en tirer énormément d'informations. Alors, par exemple,
ma mère s'est retrouvée avec une voisine de chambre qui déambulait la nuit et frappait à toutes les portes. J'ai essayé de me renseigner auprès d'associations pour savoir ce qu'on fait quand on a un voisin dans une maison de retraite qui déambule. Eh bien, je n'ai pratiquement pas eu de réponse parce que personne ne sait. Alors, en dehors de les mettre dans une EHPAD partie fermée. Alors ça, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, parce que je croyais que ça existait qu'en psychiatrie, moi, le monde fermé. Ben non, ça existe en EHPAD, mais il faut le savoir. Bon, il y a plein de choses qui ne sont pas écrites, l'information ne circule pas et n'est pas facilement accessible. Donc c'est là que sont mes questions. Faites-vous des enquêtes pour les proches des patients qui sont hospitalisés, et ils ne sont pas tous dans la même situation. Donc ça, il faut savoir poser des questions qui soient utiles pour faire circuler l'information auprès des proches, parce que bon, on ne peut pas éviter d'aller en maison de retraite quand on est très âgé. Merci de votre attention. Si, on peut éviter. Non. Oui, oui. Juste pour préciser, donc, les secteurs fermés dont vous parlez en EHPAD ne sont pas des secteurs fermés comme en psychiatrie. Ce sont des unités de vie protégées. Mais non, mais la différence est quand même importante. C'est des unités de vie protégées et le patient n'est pas enfermé. C'est pour le protéger de déambulation et de la désorientation. Je pense que dans le reste des interventions, on aura l'occasion de revenir sur cet aspect. Et puis sinon, ça fera partie des questions sur lesquelles on pourra revenir en fin de session. Donc je donne la parole à Fabrice Gzil. Merci Clémence, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais parler d'une expérience un peu similaire, si ce n'est qu'on est dans un contexte très différent. Je travaille dans une fondation reconnue d'utilité publique qui s'appelle la Fondation Médéric Alzheimer. Comme toute fondation, on soutient de la recherche en sciences humaines et sociales. Il y a plusieurs lauréats et lauréates en SHS dans cette salle. On soutient des actions de terrain et on a deux particularités. La première, c'est qu'on essaye aussi de produire de l'expertise sur les métiers, sur les dispositifs, sur la liberté d'aller et venir en établissement. Et on a un gros tropisme international. Sur cette question de la parole, de la présence, de la parole des personnes en difficulté cognitive dans la sphère publique, notre constat est tout à fait simple, c'est que nous sommes purement et simplement un pays sous-développé en la matière. Quand on se compare avec ce qui se passe dans d'autres pays, en particulier les pays Grande-Bretagne, États-Unis, Australie, mais plein de pays européens aussi, il y a une prise de parole publique des personnes en difficulté cognitive qui a lieu, qui s'opère de deux façons. D'une part, parce qu'il y a des personnalités qui s'expriment. Je voudrais citer Richard Taylor aux États-Unis, Kate Swaffer en Australie, James McKillop en Écosse, sont des personnalités qui, au plan de leur pays, au plan de l'Europe et au plan mondial, ont une voix qui porte et qui porte la voix des personnes vivant avec ce qu'eux appellent une démence, en tout cas en anglais, people with dementia, et ils ont une parole qui porte et qui est entendue grâce à eux. En France, on en a eu quelques-uns. Je voudrais citer Blandine Prévost, Fabienne Piel, Philippe Blanchard. On a eu quelques personnes qui se sont exprimées au moment de conférences, notamment au moment des universités d'été organisées par l'Espace éthique Alzheimer. Je ne vous cache pas qu'on a eu du mal, parfois, à ce qu'ils puissent s'exprimer, pas parce qu'eux n'étaient pas d'accord, mais parce qu'on a rencontré beaucoup d'hostilité pour leur donner la parole publiquement. Juste pour l'anecdote, quand Blandine Prévost est venue s'exprimer pour la première université d'été Alzheimer éthique et société, on a déjà dû batailler pour qu'elle puisse être invitée, parce que nos interlocuteurs nous disaient ça va être le zoo, ça va être du voyeurisme, on va la mettre en difficulté. Elle est venue faire un exposé qui a bouleversé tout le monde. On est beaucoup à se souvenir des mots qu'elle a prononcés ce jour-là. Et ses propos ont été repris dans Le Monde et dans Libération. Et les journalistes ont jugé utile de changer son prénom, parce que, comme Alzheimer étant une maladie honteuse et qu'elle avait dit qu'elle était atteinte d'une maladie apparentée à Alzheimer, les journalistes ont cru bien faire et ont cru la protéger en enlevant son nom et son prénom de propos qu'elle avait pourtant assumés en tant que présidente d'association. Bon.
Donc, il y a plein d'égards, la prise en charge française de la maladie d'Alzheimer, elle est devenue exemplaire pour plein d'autres pays, et on est souvent cité en exemple. En revanche, pour ce qui est de la prise de parole des personnes atteintes de troubles cognitifs, en France, on est un pays sous-développé. Parce qu'on n'a pas eu en France de personnes très médiatisées qui ont pris la parole. Dans d'autres pays, il y a des stars du show business, du monde politique. Il y a le maire de Barcelone qui a dit « j'ai la maladie d'Alzheimer », qui l'ont fait connaître. Et il y a des gens qui sont devenus des porte-parole des personnes malades. On n'a quasiment pas d'équivalent de ce type-là en France. Alors pour une fondation comme la nôtre, c'est un peu gênant quand on se compare à d'autres pays. On se dit pourquoi eux y arrivent et pourquoi nous on n'y arrive pas. Et c'est gênant aussi parce que nous, on s'est engagé dans une démarche de réflexion sur ce que devraient être les priorités de la recherche et de l'innovation sociale sur le vieillissement cognitif. Et on ne voyait pas comment on pouvait mener cette réflexion sur ce que devraient être les priorités de la recherche sans considérer celles et ceux qui sont les premiers experts de ce qu'ils vivent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris contact avec un accueil de jour parisien dans le 15e arrondissement de l'association Isatis. L'accueil de jour Mémoire Plus, pour ceux qui ne sont pas familiers de la gérontologie, un accueil de jour, c'est destiné à des personnes qui vivent encore à domicile. Ça a été conçu au départ comme un dispositif de répit pour soulager les aidants de leur fardeau, je mets d'énormes guillemets partout, mais où les personnes malades peuvent venir passer une, parfois 2 journées, et on bénéficie d'un certain nombre d'activités thérapeutiques, conviviales, etc. Bon. On a choisi donc un accueil de jour, on a essayé de trouver... on s'est associé à un psychologue clinicien qu'on connaissait très bien, qui est Jean-Luc Noël, qui vous prie de l'excuser de ne pas être avec moi pour présenter cette initiative. Et on a présenté cette initiative à l'accueil de jour. On leur a dit on voudrait monter chez vous, non pas un groupe de parole, mais un groupe d'expression. Non pas un groupe où on réfléchisse, où on demande aux personnes de témoigner seulement de leur vécu et de leurs besoins, comme si elles étaient exclusivement des victimes de leur maladie, mais où elles pourraient aussi dire quelles stratégies elles ont mises en place pour essayer de s'adapter à leurs difficultés, comment elles jugent les services et les dispositifs qui sont conçus pour elles, quelles sont leurs attentes vis-à-vis de la société en général, vis-à-vis des technologies, et puis vis-à-vis de la recherche que nous, on souhaite mener et soutenir en sciences humaines et sociales. Donc, on a réuni un groupe de 9 personnes, 8 femmes, 1 homme, de environ 85 ans de moyenne, qui avaient tous des troubles cognitifs qu'on pourrait dire légers à modérés, qui pouvaient encore relativement s'exprimer, mais qui avaient quand même besoin d'être mis en confiance et mis en situation. On leur a présenté le projet. Je vous avouerai qu'on a fait 2 versions de la lettre d'invitation pour présenter le projet. La première dans notre tête, 1 page et demie, avec des phrases très compliquées, des mots très compliqués. On ne savait plus nous-mêmes pourquoi on le faisait, et puis on s'est dit ça ne va pas du tout. On a jeté notre papier à la poubelle, on l'a dit de manière très simple. On a dit la Fondation s'intéresse à la réponse sociale qui est apportée aux problèmes des personnes qui, en vieillissant, des troubles cognitifs. Elle réfléchit à ce que devraient être les priorités de la recherche. Elle voudrait demander leur avis aux premiers concernés. Voilà, tout simplement, on l'a fait. Tout le monde a dit oui, et on a organisé donc ces ateliers tout au long du printemps 2016, à raison de 1 heure à peu près 50-55 minutes tous les 15 jours, pendant tout le printemps. Donc il y a eu 10 séances qui ont toutes été intégralement enregistrées. Et on a fait venir des personnes qui avaient participé à ce groupe à une journée de réflexion qu'on a organisée au Collège des Bernardins, où elles sont venues en témoigner. Pour que vous voyez un peu de quoi elles nous parlent et les sujets qu'on a abordés, je vous fais juste la synthèse qu'on a faite de ce qu'elles nous ont dit. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles nous disent que ce ne sont pas tant leurs difficultés de mémoire qui les gênent, que la manière dont ces difficultés affectent leur relation au monde et leur relation à autrui. Ils nous disent avoir dû renoncer à beaucoup d'activités, à beaucoup de prérogatives, comme la conduite automobile, mais aussi avoir appris à vivre avec ces difficultés. Elles sont très attachées au fait de rester capables d'éprouver du plaisir. Elles sont conscientes que leurs proches se font beaucoup de soucis pour elles, mais elles voudraient pour autant conserver une certaine liberté. Même si elles sont dans l'ensemble très réticentes à l'idée d'entrer un jour en maison de retraite, leurs propos dessinent en creux ce que serait à leurs yeux une bonne maison de retraite. Elles indiquent les qualités comme la discrétion dont devraient faire preuve à leurs yeux les professionnels qui accompagnent les personnes en difficulté cognitive.
Elle suggère qu'un bon accueil de jour, ça améliore pas la mémoire, mais que ça devrait répondre à des besoins de sociabilité des personnes accueillies et créer les conditions pour qu'elles puissent sortir de leur fort intérieur et se soutenir mutuellement. Elles indiquent qu'elles sont attachées au fait de continuer à suivre l'actualité. Elles nous ont beaucoup parlé des attentats, elles nous ont beaucoup parlé du mariage pour tous. Elles ne sont pas hostiles aux technologies d'assistance, mais elles soulignent que certaines technologies très courantes, comme le téléphone portable, leur posent de grandes difficultés et que pour ne pas être coupées du monde dans lequel elles vivent, elles souhaiteraient apprendre à utiliser les technologies nouvelles, comme les tablettes, qui font d'ores et déjà partie de la vie quotidienne. Elles sont prêtes à faire état de leurs difficultés de mémoire à condition que leurs interlocuteurs fassent de leur côté un effort pour comprendre et pour s'adapter à ces difficultés. Et elles souhaitent que la société de demain soit aménagée de telle sorte qu'elle n'ait pas systématiquement besoin de demander de l'aide et puisse rester le plus indépendante possible. Je résume très vite 9 heures d'échange. C'est simplement pour vous faire sentir que on ne voulait pas être dans le témoignage. On a choisi Jean-Luc Noël parce il a 20 ans de pratique pour mettre les gens dans des conditions propices de confiance, d'une relation qu'elles puissent s'exprimer. Il leur parle tout à fait normalement. Et moi, je vous avoue, il y a une fois où je me suis senti extrêmement bête, c'est au tout début, parce qu'il s'est mis à leur parler tout à fait normalement. Et je me suis dit, mais ils ne font rien comprendre, ils parlent beaucoup trop vite, ils utilisent des mots beaucoup trop compliqués. Il m'a dit, mais non, s'ils ne comprennent pas, ils vont me le dire, t'inquiète pas. Et, évidemment, et ça s'est fait de cette façon-là. Et du coup, sur cette base-là, on a demandé à deux des dames qui avaient été les plus contributives à ce projet de venir témoigner. Je voudrais juste vous lire très rapidement ce que l'une des deux a dit au Collège des Bernardins devant 200 chercheurs et professionnels de terrain. C'est une ancienne institutrice, ça s'entend un petit peu. Ce groupe d'expression m'a beaucoup intéressé. Ce que j'en ai tiré, c'est les échanges que nous avons eus, qui ont même parfois été joyeux. Et plusieurs fois, il y a eu des éclats de rire. J'ai beaucoup apprécié la façon tout à fait naturelle dont les échanges étaient menés. Est-ce que ça m'a changé ? Oui, sur certains points. Je me suis aperçu de la façon dont on pouvait s'exprimer différemment de moi sur le même thème que moi. Et comme ce thème était dominant, ce thème de la mémoire, ça m'a passionné. Il y a quelqu'un qui m'a sidéré dans ce groupe. C'est une dame charmante, très bien habillée, très élégante, très douce, qui a dit « Moi, les pertes de mémoire ne me gênent absolument pas. » Or, je crois savoir qu'elle a un début d'Alzheimer. Et donc, cette tranquillité, cette sérénité m'a beaucoup impressionné. Le groupe de parole que nous avons eu a permis instantanément à ce moment-là de tenir la peur à distance. Donc il faut marcher dans ce sens-là pour tenir la peur à distance. C'est le bénéfice qu'elle décrit de ce groupe d'expression. Sur cette base, on s'est dit, on ne va pas cloner Jean-Luc Noël. Certains hommes politiques arrivent à le faire, nous on n'arrivera pas à le faire avec Jean-Luc Noël. Donc on s'est dit, il faut que ça puisse avoir lieu à d'autres endroits. Donc on a essayé de déployer cette méthode dans une dizaine d'accueils de jour à Paris et en Île-de-France. On a contacté, on les a sélectionnés parce qu'on les connaissait, on savait qu'ils travaillaient bien. Et on leur a demandé, est-ce que vous voulez faire cette chose-là ? Simplement, cette fois-ci, ce n'est pas Jean-Luc Noël qui va venir animer le groupe, c'est vous qui allez le faire. Vous aurez une journée un peu de formation à la fondation qui sera offerte. Et vous aurez une supervision de Jean-Luc Noël qui vous appellera, que vous pourrez appeler, qui viendra de temps en temps associé à quelques séances. Elles ont fait le débriefing, je dis elles, parce que ce sont toujours des psychologues qui sont venus. La question qu'on se posait, nous, c'était, est-ce que quand on n'a pas les 20 ans d'expérience qu'a Jean-Luc Noël pour faire ça, pour animer ce genre de groupe, on y arrive aussi, mais surtout, est-ce que quand on travaille dans cet accueil de jour, on peut avoir la même liberté de parole que quand on intervient une fois, quand on est un intervenant extérieur. Et en fait, la réponse est oui. La réponse est oui, parole dans les premières séances, mais on sent en écoutant les bandes, parce que là aussi on a tout enregistré, qu'il y a un moment où les choses se débloquent, où le professionnel qui anime les échanges sort un peu de sa posture et se laisse embarquer dans les questionnements qui sont des questionnements sur la mort, sur le vieillissement, mais aussi pourquoi à la poste il n'y a plus une seule chaise pour s'asseoir quand on y va, comment je fais à la gare pour aller chercher un billet sans demander à quelqu'un de le faire pour moi. Donc il y a une vraie... on est à peu près convaincu que ce dispositif, moyennant quelques
quelques aménagements et déployables, disséminables. Et donc on va, sur la base de ce qu'elles nous ont dit, essayer de faire une brochure assez courte, de synthétiser une espèce de méthode. Vous voulez monter ce type d'atelier, voilà les points auxquels vous devriez être attentifs, voilà éventuellement les pièges à éviter. Et on va le diffuser largement dans les accueils de jour français courant 2018. La question, évidemment, par ailleurs, de la dissémination de cette initiative, c'est comment on fait entendre cette parole. Je vous en ai lu des extraits. La recueillir, c'est bien. La porter, c'est mieux. Bon. Donc c'est une question qu'on se pose actuellement. Je ne vous cacherai pas que j'ai essayé de publier des extraits choisis dans une revue de sciences humaines, que ça a été refusé, qu'on m'a dit que c'était un matériau brut, qu'il fallait montrer en quoi la sociologie du vieillissement avait déjà montré certaines choses, etc. J'ai retiré le papier. Peut-être j'aurais pas dû le signer moi avec Jean-Luc Noël, mais le faire signer par les participants du groupe. C'est probablement ça qu'on va faire. C'est qu'il ne faut pas s'attribuer des paroles qui ne sont pas les nôtres. On les a toujours mises dans leur bouche avec des guillemets, mais peut-être que c'est eux les auteurs. Et nous, on se met en arrière-plan, on est juste des facilitateurs et on crée les conditions pour que cette parole s'exprime. Par contre, il faut la faire entendre. Et là, c'est difficile. Je voudrais finir là-dessus. Immanquablement, si vous allez à un colloque où il y a une personne avec des troubles cognitifs qui s'exprime, sa capacité d'expression va être décrédibilisée. Et elle l'est dans les deux sens. Et c'est terrible. Soit, sous prétexte qu'elle a des troubles cognitifs, on ne l'invite pas à s'exprimer, ou alors on cadre extrêmement ce qu'on va lui laisser dire et la façon dont on va le dire, en lui faisant par exemple une commande très précise sur son vécu, sur ses besoins, comme si elle n'avait pas aussi des souhaits, des jugements, des volontés, et qui dépassent sa propre personne. Et si elle s'exprime, on met en doute le fait qu'elle soit malade. Mais ça le fait à chaque fois. Si elle peut parler aussi bien, alors qu'on voit tous les petits étayages qui sont autour pour que ça se passe bien, justement. Si elle s'exprime aussi bien, c'est qu'en fait, elle n'a pas vraiment la maladie d'Alzheimer. Vous voyez ? Et donc la parole est décrédibilisée des deux façons. Donc la question qu'on se pose, nous, à l'heure actuelle, c'est comment cette parole qu'on a recueillie dans le groupe initial de 2016, dans tous les groupes 2017, on va pouvoir la faire entendre. On a quelques idées pour ça, indépendamment de publications, mais c'est peut-être des choses dont on pourrait discuter. Vous avez peut-être des expériences de ça. Je vous remercie. Je passe de ce pas la parole à Joseph Kromenacker. Voilà. Et donc, je suppose après que vous aurez peut-être des questions. Mais donc, voilà, je les repousse à la fin. Merci Clémence. Mesdames, Messieurs, donc je m'appelle Joseph Kromenacker, voyant en moi un modeste citoyen qui a accompagné ses parents au domicile dans un premier temps, et puis ensuite en établissement quand ils ont été tous les deux très, très dépendants, en perte d'autonomie assez marquée. Et puis de fil en aiguille, nous avons créé une association d'usagers en Lorraine. Et de là, nous avons intégré une fédération qui s'appelle la FNAPAF, FNAPAEF, Fédération nationale des associations et amis de personnes âgées et de leurs familles. Puis j'ai travaillé un peu plus, et puis quand on met le doigt dans l'engrenage, vous le savez, sans doute beaucoup d'entre vous, on finit par faire toujours un peu plus. Et j'occupe la fonction de président depuis 3 ans dans cette fédération. Alors je suis content qu'on puisse parler des personnes âgées, parce que vous savez que dans notre beau pays, les personnes âgées ne font pas forcément partie de la même société que tous les autres, puisqu'on a toujours une espèce de clivage qui a été installé il y a un certain nombre d'années et qui existe encore à l'heure actuelle. On a les avant 60 ans et on a les après 60 ans, et ce clivage assez méconnu de la part du grand public, j'ai entendu le mot méconnu souvent, il existe, il demeure, et on n'a pas l'air de vouloir y toucher pour le moment. Les personnes avant 60 ans peuvent avoir une pathologie et se trouver avec des séquelles qui occasionnent des pertes d'autonomie. Elles sont prises en charge d'une manière. Les personnes de plus de 60 ans qui feraient la même maladie, avec des conséquences analogues, sont prises par un autre régime qui est nettement moins avantageux. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, le dispositif public, c'est une introduction que je fais, que je n'avais pas prévue, mais il faut que je le dise quand même, pourquoi est-ce que notre regard de la société installe une telle séparation entre les plus jeunes et les moins jeunes ? Comment veut-on
que les jeunes regardent les personnes âgées avec un œil ouvert, communiquant, respectueux, si la société elle-même et ses règles et ses lois installent une discrimination et une barrière. Voilà quelque chose qui est un premier point important et que beaucoup de gens ignorent. Notre fédération, je vais avancer, je vais donner quelques palettes, parce qu'il faut que je tienne à peu près en 10-11 minutes. Si vous le permettez, je vais m'appuyer sur quelques notes que j'ai prises. Notre fédération, donc, c'est une quarantaine d'associations et pas mal de membres individuels aux quatre coins de la France. Ce qui nous caractérise, en quelques mots, c'est que nous avons une assez forte connaissance du terrain, puisque tous les gens qui sont dans nos associations sont des personnes qui sont eux-mêmes des proches aidants au domicile ou qui sont des personnes qui accompagnent leurs parents dans les établissements. Donc nous avons des remontées de terrain tous les jours, tout le temps, toutes les semaines. On nous soumet à des situations quelquefois qui ne posent pas de problème majeur, mais quelquefois difficiles à regarder et aussi à répondre. Et puis donc une autre chose qui nous caractérise, c'est qu'à l'appui de ces connaissances de terrain qui sont les nôtres, nous sommes une sorte de courroie de transmission, puisque nous sommes membres du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dans le collège de l'âge, membres de la CNSA et puis différents autres instances, participant au niveau du ministère à différentes choses, dans le but de faire le mieux possible remonter les situations, les attentes et les analyses qui proviennent du terrain. C'est notre rôle. Je précise que nous sommes tous des bénévoles et que nous avons des moyens très limités. Le point de vue, alors puisqu'on parlait de parole, et je suis content d'entendre parler de l'écoute, on a parlé plusieurs fois, j'étais dans un atelier ce matin aussi, sur la parole et la prise de parole. Le point de vue famille, je donne quelques touches, comme ça, une palette. Le point de vue des familles est assez facile à recueillir, en général. Quoique, il convient d'être prudent sur les interprétations que les familles donnent des situations. Ça, c'est une chose qui est souvent difficile dans la relation tripartite entre le résident, les familles et puis le personnel soignant d'un établissement, et j'en parlerai beaucoup ici, surtout des établissements, chacun ayant son interprétation. Ceci laisse de la marge à un point important dont j'ai entendu parler ce matin sur l'idée de négociation. La capacité à s'écouter, à s'abstraire de son propre schéma de pensée et à pouvoir échanger ensuite pour construire une relation tripartite. Un point important. Le point de vue des usagers, des personnes âgées elles-mêmes qui résident en établissement, comme vous le savez, est beaucoup plus difficile à recueillir. Et les familles ne sont pas forcément les bons porte-parole de leurs proches âgés, pour les mêmes raisons que précédemment. Un autre point, je continue sur la palette, on a la loi du 2 janvier 2002, qui portait, comme vous vous en souvenez, rénovation de l'action sociale et médico-sociale. Elle avait prévu cette loi 7 outils, j'en parlerai que d'un, qui est le CVS, Conseil de la vie sociale, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un droit inscrit dans la loi du 2 janvier 2002. C'est un outil, une sorte d'outil démocratique au service de l'échange, au service de la négociation, au service de la consultation, au service de la recherche collective, d'une manière de bien faire fonctionner un établissement. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans l'esprit de la loi. Mais on peut dire que l'esprit de la loi est très souvent ignoré par les directions d'établissement. Très souvent ignoré par la direction d'établissement. On leur enseigne peu, on l'exerce peu, et les traits de personnalité de chacun font que ça donne ce résultat-là. Il y a un manque d'information des membres des 3 collèges. Des élections non conformes, très souvent. Normalement, c'est un processus électoral normal, comme quand on élit un maire, un député ou quelqu'un d'autre. C'est souvent bafoué. Les ordres du jour de ce Conseil de la vie sociale sont souvent établis par la direction, alors qu'ils devraient l'être, selon les textes, par le président du Conseil de la vie sociale, qui en principe, selon le décret, est un résident dans les établissements, comme vous avez pu le noter. L'animation est souvent faite par la direction en représentant la direction, sous forme de communication descendante, en place d'une animation en forme de consultation des 3 collèges, ce qui pose la question de comprendre qu'est-ce que c'est une consultation. Si on met un huissier dans une salle et qu'on mesure combien de temps le directeur parle pendant la durée de 2 heures d'un conseil de la vie sociale, et qui parle sur les 2 heures 1h55, on sait qu'on n'aura pas de consultation. C'est plus de la communication, c'est plus de la consultation. Autre point, les professionnels, et on l'a entendu, j'ai entendu dans ce que vous disiez, monsieur, ne sont pas évidemment à l'heure actuelle suffisamment formés et entraînés à la communication non verbale.
alors que 80% des personnes entrant en EHPAD sont touchées par la maladie cognitive, comme vous le savez, et que beaucoup d'entre elles sont aphasiques. Comment faire pour adopter le bon comportement d'accompagnement et de soins si on ne comprend pas ce que la personne ressent et demande? Comment faire pour faire remonter au CVS, dont je parlais avant, la parole des personnes âgées aphasiques? Comment faire pour échanger entre résidents, familles et professionnels? Il y a là un espace de travail important, de progression sur nos capacités à développer notre communication non verbale. Le financement national du soin et de l'accompagnement, avec les dispositions de la loi, les règles de financement, la convergence tarifaire imposée récemment, il y a sûrement des gestionnaires dans la salle aux établissements, et qui est déjà d'ailleurs très contesté, le système désuet d'habilitation à l'aide sociale, qui est remis en question aussi, tout cela peut avoir de forts impacts sur les réels choix de vie et de lieu de vie que les personnes âgées dépendantes font ou ne font pas. Et le plus souvent, ils ne font pas eux-mêmes ces choix, qui sont faits par les familles ou par les professionnels du soin. Il y a des personnes nombreuses en France qui restent chez elles, alors qu'elles seraient mieux quelquefois en établissement. Il y a des gens qui sortent d'hospitalisation et qui sont dirigés vers les soins de suite ou vers les EHPAD via un logiciel dont j'ai entendu parler qui s'appellerait quelque chose comme Trajectoire. Trajectoire, c'est joli. Le réglage de la relation entre la sécurité d'une part, la dignité et le droit au choix de son mode de vie d'autre part est souvent difficile à régler, c'est vrai, et entraîne des conséquences lourdes sur la qualité de vie, comme tout le monde peut l'imaginer. La liberté d'aller et venir commence déjà avec le choix d'entrer ou non dans un établissement. La loi d'adaptation de la société au vieillissement récente, comme vous le savez, assez récente, dit que le directeur d'un établissement se doit de recueillir le consentement de la personne âgée avant son entrée. Il y a tout un protocole qui est décrit dans la loi. Mais recueillir le consentement, c'est une question. Cela veut-il dire que le choix a déjà été fait par quelqu'un d'autre? Une personne nous dit le droit au choix de son mode de vie. C'est le bien minimum, vital, indispensable que tout un chacun est en droit d'attendre et de procurer aux autres depuis le plus jeune âge jusqu'au plus âgé. Je vous donne des paroles de personnes qui nous remontent comme ça, j'en ai collecté quelques-unes. D'un côté, il y a la réglementation de plus en plus infernale, et de l'autre, les attentes des usagers. Et les usagers, c'est nous, ou peut-être nous, un jour, demain. Des normes excessives de sécurité et de réglementation galopantes. Les projets d'accompagnement personnalisés, qui sont un point important dans la qualité de vie des établissements, ont une grande importance sur la qualité de vie, sont beaucoup trop subordonnés à des règlements sécuritaires. Les projets d'accompagnement et les normes sécuritaires sont de force contraires. Il y a quelque chose ici à briser et à reconstruire si nous voulons que les forces s'additionnent au lieu de s'opposer entre les projets de vie personnalisés et les normes sécuritaires. Et cette démarche suppose un changement de regard des professionnels, mais aussi des familles. Donc, là aussi, une information, un partage, un échange, une manière de négociation. Voici quelques situations de terrain. Le droit de pouvoir disposer de mes meubles, ça paraît banal, mais les meubles chez moi, par exemple, qui dateraient de 1950. J'en avais pas beaucoup en 1950. Le droit de faire un atelier cuisine et des gâteaux avec des vrais œufs, vous savez tout ça. Dans le respect des normes, le droit de disposer d'un espace d'intimité lorsque mes proches me rendent visite. Le droit de pouvoir m'isoler dans ma chambre sans craindre l'intrusion du personnel. Le droit de pouvoir respirer l'air pur, dit cette personne. Plus grave, dit une autre personne, je suis convoqué. On me reproche d'avoir passé la nuit auprès de mon père, dans sa chambre d'EHPAD, à son retour de l'hôpital en fin de journée. On, écrit en majuscule, ment, signifie dorénavant l'interdiction. Que ce soit à mon initiative ou à la demande de mon père, texto. Le motif invoqué des raisons de sécurité. Je vais vous lire le début de ce témoignage qui est... C'en est un, pris parmi d'autres, parce qu'il y a beaucoup trop de choses de ce style qui peuvent arriver, comme des ruptures de contrats abusifs qui mettent les gens en grande difficulté pour retrouver la suite de ce qu'ils peuvent faire de leurs proches. Voici les faits. C'est une infirmière coordinatrice de l'EHPAD, j'enlève le nom, il n'y est pas, on rend les choses anonymes évidemment, où sont accueillis mes parents, monsieur et madame, depuis 2 ans et demi, qui a contacté ce proche, ce membre du famille en juillet,
en me convoquant à un entretien, alors que je sortais de 2 entrevues, l'une avec le notaire et l'autre avec les pompes funèbres, après 2 nuits blanches passées auprès de mes parents à la suite du décès de sa mère. Sa mère venait de décéder. Le papa, alors, à 23h, il envoie aux urgences de mon père. Donc c'est ça, le papa, il a dû avoir un choc et il s'est retrouvé aux urgences. À 2h du matin, par décision de SOS médecin. Elle rappelle l'infirmière et elle apprend les raisons de son appel. Elle me reproche d'avoir passé la nuit auprès de mon père, cette nuit-là, dans sa chambre, à son retour de l'hôpital, et me signifie dorénavant l'interdiction que ce soit à mon initiative ou à la demande de mon père. Le motif, pour des raisons de sécurité incendie, je l'ai déjà dit, sécurité incendie. Or, au CHU, 17 personnes, toujours, on nous a proposé de rester la nuit, en nous fournissant un lit pliant, sans mettre en cause les conditions de sécurité. En même temps, je recevais par mail et voie postale un courrier de la direction confortant, c'est écrit, ces reproches et cette injonction d'interdiction, écoutez bien la suite, me signifiant que mon père n'était pas en fin de vie et qu'on nous appellerait lorsque on jugerait que ce sont ses derniers instants. Oui. Pour que je me déplace, et mon frère depuis Paris, entre parenthèses, nous autorisant à ce moment-là, éventuellement, à rester pendant la nuit auprès de lui. Après ça, elle cite tous les textes qui évidemment disent le contraire. Dans tous les textes que vous connaissez probablement éminemment mieux que moi sur des points comme ça. C'est pas une blague, c'est des choses qui peuvent exister et qui nous remontent. Regardez, ça interpelle quand même sur ce qui se passe dans la caboche de certains dirigeants. Je continue un peu la palette, j'ai encore 2 minutes. Oui. Même en animation, il y a de la sécurité, le projet personnalisé en est passé, on n'évalue pas, on réévalue pas l'évolution de la maladie. Alors vous savez peut-être, vous avez entendu parler, je ne sais pas si on en a parlé dans les autres, les Sécuridra, vous en avez parlé? Est-ce que vous savez, mesdames, messieurs, ce que c'est des Sécuridra? C'est un truc super, ça. Ce sont des housses de plusieurs tailles, retenues au lit par des sangles. Je vous parle d'EHPAD, là. Par des sangles. Essayez ça, mesdames, messieurs. Vous verrez qu'il est alors très difficile de changer de position dans son lit. Si. Il y a aussi une nouveauté extraordinaire, c'est les lits cages qui sont grillagés tout autour, sur une hauteur d'environ 1 mètre. Des personnels sont rassurés. Les personnes âgées qui veulent déambuler ne le peuvent plus. La morale, je ne suis pas trop d'accord sur le terme là, est sauve, j'en suis pas sûr. Il n'y a pas de chute. Et les familles sont quelquefois contentes, il faut le dire. Il convient de savoir que les Sécuridra, comme les licages, sont des contentions et que leur usage doit faire l'objet, comme pour les autres contentions, d'une ordonnance médicale valable pour 24 heures, on en parlait l'autre jour, comme cela est dit dans la conférence de consensus sur la liberté d'aller et de venir. Voilà. Ça, c'est la note d'un proche qui se trouvait être aussi un ancien directeur d'EHPAD. Il y a aussi des établissements, dans le sens contraire, où on essaye de viser le zéro contention. Heureusement. Alors celui-là dit en prévision de mes futurs troubles de démence, encore un autre témoignage, 17 personnes, je demande à ce que l'on me laisse accès à mes affaires personnelles dans mon placard, qui devra rester ouvert, à ce que ma fenêtre de chambre ne soit pas condamnée, surtout en période de canicule, à ce que l'on ne touche pas à mon miroir, à mon tiroir de table de chevet, où j'aurais caché, certes, dit cet homme, quelques plaquettes de beurre, mais aussi mes petits secrets. Et puis, si l'état d'urgence devenait permanent, je revendique le droit, c'est la même idée, de voir mes proches à tout moment, puisque l'on me rabâche l'idée que je suis ici chez moi. Mais est-ce bien vrai? Bref, pour tout cela, je suis prêt à signer, dit cet homme, toutes les décharges administratives possibles. Et j'ajoute que nous voyons beaucoup trop de situations, dans beaucoup trop d'organismes, dans lesquels l'accès des proches est régenté, et qui commencent à ressembler, pour certains d'entre eux, à des lieux privatifs de liberté. Je suis convaincu, dit un autre proche, qu'il est plus que jamais nécessaire, je vais finir, j'ai bientôt fini, de résister. Elle est pas mal celle-là. Il y en a un qui dit qu'il faut résister. Résister. Alors il évoque le nom de Stéphane Hessel, un ancien jeune, décédé maintenant, et qui, avant de disparaître, et en s'adressant aux futurs vieux, dont nous faisons certains partie, plus vite que d'autres, indignez-vous. Indignez-vous, qui disait, indignez-vous. C'est le moment, pendant que nous le pouvons encore.
Elle monte, l'indignation. Vous l'avez remarqué en ce moment. Il y a un préavis de grève pour la fin du mois de... Il y a plein de trucs dans la presse. Heureusement que la presse et les médias commencent un peu à soulever le couvercle pour apporter une information plus objective que de sordides faits divers, comme c'était le cas précédemment. On commence à avoir un peu d'informations au-delà de la presse professionnelle, tant mieux. Alors, l'indignation, nous, on s'occupe un peu de l'activer dans la mesure de nos possibilités. Prenons garde à ce que les valeurs, une dernière chose, à ce que les valeurs du médico-social ne soient pas mangées par le sanitaire. Qu'on vient de faire attention au rapprochement qui se dessine. Hein. Je sais pas, il y a toutes sortes de gens dans la salle, je vais le dire quand même, entre le sanitaire et le médico-social. L'absorption de l'ANESM par la HAS n'est pas forcément que de bon augure. Il est clair que les secteurs sanitaires et médico-sociaux se recoupent notamment par la gouvernance des EHPAD et SIAD de type hospitalier. On a les deux. Où le balancier est clairement du côté du sanitaire dans les pratiques. Faisons très attention à ça, avec les dérives qui mettent à mal la notion de lieu de vie qui relève du monde médico-social et qui sont très fortement marquées dans la loi du 2 janvier 2002 et du respect des droits des usagers. Il ne peut pas y avoir des lieux de vie en se basant sur des règles hospitalières et non sur des règles qui ressemblent à des règles de vie comme à domicile. Je terminerai, j'en ai vraiment terminé là, Clémence. En conclusion, nous partageons, et c'est vrai, fortement le projet dans lequel vous nous avez invités aujourd'hui, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Du point de vue citoyen, nous pensons qu'il est très important, effectivement, d'améliorer la relation entre les usagers, les familles et les professionnels. La qualité de vie des personnes âgées handicapées en dépend. C'est aussi une manière de prévention et de désamorçage des nombreux conflits qui peuvent naître entre les familles et les structures. Sachons nous écouter, nous comprendre, nous mettre un instant à la place de l'autre et chercher ensemble les solutions d'amélioration de la qualité de vie de nos anciens. Merci. Merci bien. Je veux juste revenir sur Trajectoire. Vous avez cité Trajectoire, en fait. Trajectoire, c'est un système d'information en fait qui recueille des informations sur les établissements et qui effectivement aide à l'orientation, mais dont la fonction n'est pas de réaliser cette orientation. Trajectoire, en fait, c'est un logiciel et là ma voisine m'a soufflé qui permet de mettre en relation en fait les places disponibles dans les établissements et les besoins des personnes. Voilà donc. N'ayons pas d'angoisse à propos de Trajectoire, c'est plutôt au service en fait, c'est plutôt au service des usagers parce qu'il n'est pas toujours facile en fait de savoir où il y a une place disponible à un moment T. Voilà, c'était juste une petite précision. C'est pas une catapulte. Non, ils n'ont pas encore ajouté la catapulte. Ouais. Donc je cède enfin la parole à Sabrina Blot-Leroy, excusez-moi. Bonjour à tous, donc, je suis psychologue clinicienne et je dirige un service des sciences humaines et sociales dans une association à but non lucratif, ADEF Résidence, qui gère et développe une 50aine d'établissements médico-sociaux, dont une majorité d'EHPAD, et qui sont répartis dans toute la France. Aujourd'hui, dans le service que je dirige, on est 5 psychologues cliniciennes et un professeur de médecine qui est aussi président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique et qui dirige le comité d'éthique ADEF Résidence et qui accompagne également le développement de la démarche éthique de l'association, notamment sur les établissements. J'interviens, moi également, dans l'ensemble des espaces dirigeants et décisionnaires d'ADEF Résidence. Le but, c'est vraiment d'apporter cette dimension humaine et de ne pas réduire le fonctionnement d'un tel groupe à de seuls aspects techniques ou gestionnaires. Alors, on intervient dans ce service, en tout cas les psychologues du service, uniquement auprès des professionnels des établissements, dans le but d'accompagner ces professionnels et les institutions vers plus d'humanité. Et ça passe essentiellement par des dispositifs de formation, d'analyse des pratiques professionnelles et d'analyse institutionnelle.
Lorsque j'ai préparé ce que j'allais vous raconter, j'ai beaucoup réfléchi autour du mot tension, qui revenait beaucoup dans tous les documents que j'ai pu lire de préparation de cette conférence. Et en regardant un peu la définition de ce terme, il m'a semblé que celle qui me convenait le mieux, c'était la définition physiologique qu'en donne le Larousse et qui décrit la tension comme un état musculaire de préparation à une action. Parce qu'il me semble que le secteur des personnes âgées, comme on l'appelle souvent, il est en plein mouvement aujourd'hui et il représente aussi une force d'attraction importante sur de nombreux plans. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est plus que nécessaire, à mon avis, de prendre le temps d'en définir de manière rigoureuse et précise les enjeux, que ce soit sur le plan humain ou éthique, parce que cette définition précise et rigoureuse permettra de pouvoir faire évoluer ce secteur-là. Il faut déjà qu'on soit très précis sur de quoi on parle et d'où est-ce qu'on part pour pouvoir faire évoluer les choses. Alors, maintenant, je vais vous dire quelques mots des points de tension qu'on a repérés au sein du service et puis surtout ceux sur lesquels on essaye actuellement de faire évoluer, qu'on essaye de mettre en mouvement sur l'ensemble des EHPAD de l'association. Alors, quelqu'un y a fait référence tout à l'heure et effectivement, on mène actuellement un travail de réflexion et de compréhension sur ce qu'on appelle aujourd'hui les unités protégées. Et le travail de réflexion qu'on a mené, il n'est pas terminé, bien sûr, mais là où on en est, alors c'est un travail qu'on mène avec les professionnels des établissements de l'association, quelle que soit leur fonction d'ailleurs, et qui eux-mêmes mènent un travail avec les résidents et les proches des résidents. Et ce travail, aujourd'hui, aboutit au fait que la majorité de ces unités protégées sont aujourd'hui vécues comme des lieux d'enfermement, ou en tout cas créateurs d'un sentiment d'enfermement, que ce soit pour les personnes qui résident, donc ce qu'on appelle les résidents, comme pour les professionnels qui y exercent. D'ailleurs, c'est un des seuls lieux qui existent aujourd'hui, en tout cas que je connais, de lieux fermés dans lesquels des personnes adultes peuvent être placées, entre guillemets, sans décision de justice et même sans mesure de protection juridique. Donc ça, c'est le premier axe sur lequel on travaille et qu'on essaye de faire évoluer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de ces unités protégées et du fonctionnement de ces unités protégées. Toujours en lien avec ces questions d'enfermement et de sentiments d'enfermement, on mène un deuxième travail de réflexion au sujet des portes en institutions médico-sociales. En fait, donc, notre travail, c'est d'aller sur les établissements. On y est très, très souvent. Et volontairement, j'ai jamais ni le badge, ni les clés. Donc, je me mets un peu dans la situation d'un résident ou d'une famille de résidents quand j'arrive sur ces établissements. Et je me suis rendu compte que finalement, on en venait sur ces établissements à une espèce d'inversion où les portes qui devraient être fermées, celles qui devraient être le plus difficiles à ouvrir, c'est-à-dire celles qui ont à préserver le plus l'intimité, sont celles qui sont le plus ouvertes ou le plus facilement ouvertes. Et à l'inverse, celles qui devraient être le plus accessibles, le plus facilement ouvertes, sont celles qui sont le plus protégées, le plus sécurisées et le moins accessibles. Par exemple, tout le monde sur les EHPAD, j'entends par tout le monde tous les professionnels, ont la clé de la chambre des résidents, sans que ça pose question à personne d'ailleurs, sauf parfois le résident lui-même, qui peut très bien ne pas avoir la clé de sa chambre. Là où, à l'inverse, les portes d'entrée des institutions ou des unités protégées, par exemple, sont, elles, extrêmement sécurisées, verrouillées, badgées, enfin tout un tas de dispositifs qui font qu'elles sont très difficiles à ouvrir. Par rapport à ce questionnement autour des portes, on a mis en place un groupe de travail qui vise à concevoir autrement le prochain établissement d'ADEF Résidence, le prochain EHPAD qui devrait ouvrir ses portes en 2019. Et là, vraiment, on cherche à réfléchir comment améliorer les droits et libertés des personnes accueillies, notamment la liberté d'aller et venir, mais également la préservation de l'intimité,
vous y faisiez référence via un témoignage de résident, mais c'est vraiment quelque chose qui revient également beaucoup dans le quotidien des structures et dans la clinique que nous, on a. Peut-être un troisième point sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, et depuis plusieurs années, on mène un travail de lutte contre la maltraitance, qui est toujours adossé d'ailleurs à une démarche de bientraitance, comme finalement un des principes de l'éthique des sciences de la vie et de la santé, qui est la bienveillance et la non-malveillance, les deux. Nous, on s'attache aussi toujours à penser les deux en parallèle. Et ce travail aujourd'hui, alors il est toujours en mouvement, mais ce travail aujourd'hui, il aboutit à, premièrement, systématiser le signalement de tout acte de maltraitance, et pas seulement la violence physique volontaire. Deuxièmement, à informer et accompagner le résident dans ses droits, jusqu'à, s'il souhaite, le dépôt d'une plainte. Et puis à procéder de manière systématique à une analyse globale et pluridisciplinaire de la situation et de ses causes. La majorité on recueille aussi l'ensemble des signalements de maltraitance et on procède à une analyse régulière de ces signalements au sein de l'association. On se rend compte qu'il y a une minorité d'actes de maltraitance qui sont faits par un professionnel complètement fou, qui voudrait de manière volontaire faire du mal aux résidents. C'est souvent des situations beaucoup plus complexes que ça. Et donc, c'est important aussi qu'on puisse réfléchir à la violence en institution et aux causes de la violence en institution. Si on veut pouvoir, encore une fois, mieux lutter contre. Enfin, peut-être vous dire quelques mots sur le dernier ouvrage du comité d'éthique ADEF Résidence qui traite du risque dans l'exercice des droits et libertés du résident en établissement médico-social. Qui a amené à plusieurs recommandations, donc celle actuellement en cours de travail de réécrire les documents contrats de séjour et règlements de fonctionnement afin que ces outils retrouvent leur rôle de garant des droits et libertés des résidents. Jusqu'à présent, si je prends l'exemple du règlement de fonctionnement qui est censé donc à la fois présenter les droits et libertés du résident et aussi lui présenter les règles nécessaires à la vie en collectivité. Aujourd'hui, on avait quelque chose de très déséquilibré et un document qui présentait davantage les règles, les interdits, les limitations liées aux contraintes de la vie en collectivité. Donc, on est en train de mener ce travail également avec des professionnels des établissements de réécriture de ces documents. Et bon, c'est pas simple. Ça soulève plein de questions et plein de débats, mais en tout cas, on a un objectif qui est clair et qui est de retirer tout interdit généraux en dehors des interdits légaux, bien sûr. En ouverture de cette présentation un peu de différents travaux qu'on mène, qui n'est pas exhaustif, hein, bien sûr, mais c'était pour essayer de vous en donner une petite présentation. Nous, vraiment, ce qu'on cherche à faire, c'est à tenter de concevoir autrement les institutions médico-sociales. Et ce qu'on se rend compte dans le service, c'est que plus on s'attache à comprendre les enjeux humains qui traversent aujourd'hui les EHPAD, et aussi les institutions médico-sociales pour personnes handicapées, parce qu'on en a aussi au sein de l'association. Plus on se heurte au même point de butée, c'est qu'on ne sait pas, ou en tout cas on sait mal, ce que c'est aujourd'hui, d'un point de vue existentiel, la grande vieillesse, la grande dépendance. On sait très mal, d'un point de vue existentiel, qui sont ces personnes à qui les progrès scientifiques, médicaux, sociétaux, techniques ont permis aujourd'hui de vivre plus vieux ou plus longtemps, mieux, ou même de vivre tout simplement. Très souvent, sur les institutions, on nous parle de situations de personnes très âgées, mais aussi de personnes cérébro-lésées. Toutes ces personnes qu'on a sauvées de graves accidents de la route et qu'on ne sauvait pas il y a encore 40, 50 ans. Toutes ces personnes qu'on sauve aujourd'hui de graves accidents cérébraux et qu'on ne sauvait pas il y a plusieurs dizaines d'années. Les personnes handicapées vieillissantes aussi, les schizophrènes suffisamment stabilisés pour ne plus vivre en hôpital psychiatrique, mais pas suffisamment pour intégrer la société.
toutes ces personnes-là, aujourd'hui, d'un point de vue existentiel, on les connaît très très peu. Et les professionnels des institutions nous le disent tout le temps. On sait très bien qui est-ce qui est en fauteuil roulant, qui est-ce qui est en déambulateur. On sait très bien qui mange mixé et qui mange haché. On sait très bien qui a une protection bleue et qui a une protection violette. Mais qu'est-ce que vivent ces personnes? Comment elles vivent ce moment de vie qui est celui des dernières années de leur vie, ou pas d'ailleurs? Elles en savent très très peu de choses, alors même qu'elles savent énormément, elles ont énormément d'informations, parfois d'ailleurs très intimes sur les personnes qu'elles accompagnent. Aujourd'hui, c'est vraiment sur ce point-là notamment qu'on s'attache à travailler dans le service et surtout à accompagner les professionnels dans ce travail-là. Et on mène notamment pour ça un travail actuellement en partenariat avec un anthropologue avec lequel on développe des ateliers sur l'écoute et la connaissance des personnes âgées auprès des professionnels des EHPAD. Et ce travail-là, il ouvre vraiment beaucoup de portes et de réflexions nouvelles sur comment écouter ces personnes âgées. Vous y faisiez référence tout à l'heure, mais on se rend compte que les personnes âgées, mais comme n'importe qui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je précise âgées là, les personnes parlent à qui elles ont envie de parler. Et on ne décide pas à leur place à qui elles auront envie de se confier et à qui elles auront envie de parler. Et vraiment, on part de ce postulat-là pour former l'ensemble des professionnels des établissements. Et redonner la liberté, on parle ici de comment recueillir la parole de ces personnes, c'est aussi leur redonner la liberté de parler à qui elles ont envie de parler. Et c'est pas parce qu'elles se mettent à parler de leur souffrance ou de leur douleur que directement on va leur dire « allez voir le psychologue ou allez voir le médecin ». C'est aussi leur redonner la liberté de l'interlocuteur auquel elles ont envie de s'adresser. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc on a un temps de questions minimal, donc juste 3-4 questions maximum, et courtes si possible. Ah, il y en a un là-bas, ça va. Je suis correspondante d'une académie internationale d'éthique, médecine et politique publique inaugurée à Prague cet été et basée à Paris-Descartes avec le professeur Hervé qui en est le président et qui me demande de rédiger des textes après avoir été à des congrès, colloques, etc. comme aujourd'hui. Aussi, j'aimerais féliciter tout d'abord le monsieur qui a parlé avec sincérité, dans une grande vérité, des horreurs et des tortures que nous faisons actuellement en France envers les gens que nous devrons respecter, comme il est écrit dans notre loi française. Nous devons à tout âge honneur, respect à nos pères et mères et à toute la génération qui correspond à nos pères et mères. La sagesse se perd parce que cette loi n'est plus appliquée. Elle est la seule qui est vraiment vraie et utile parce qu'elle est liée à un commandement de tous les peuples connaissent, même s'il n'est écrit que dans la Bible. Tu honoreras tes pères et mères afin que tu aies une longue vie heureuse. Je travaille avec Marion Boyer sur l'autisme et l'Alzheimer qui ont des liens communs et qui sont un trouble de l'espace et du temps. Un trouble de l'orientation temporo-spatiale. Parce que la mémoire, la dernière qui reste, c'est dans le geste. Et j'ai fait des statistiques sur 4500 patients. Et je me suis aperçue de découvertes qui ont été d'ailleurs nobelisées, mais pas avec mon équipe, que c'est dans le geste que l'on voit les choses. Mon père disait, c'est par mes gestes que je prouve mon amour. Et pour un homme, croyez-moi, moi qui suis mariée, je le vois. Et la vitesse de la lumière est bien plus rapide. Donc, c'est les caresses dont montrent que les Alzheimer, ce ne sont pas des mots. Moi, je vois les mots M-A-U-X dans le cœur d'autrui que nous infligeons lorsque nous les traitons que par la parole quand ils ne savent plus parler. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît? Merci. Je crois que justement, voilà, quelqu'un va prendre la parole. Oui, bonjour. J'interviens de l'autre côté, de la sphère sud de la Méditerranée. Je suis marocain. On a un grand regard de respect vis-à-vis des personnes âgées. Et même le terme personnes âgées, c'est pratiquement banni. Je suis déçu, mes chers amis, le fait de percevoir des personnes
âgés entre guillemets, ici en France et dans la sphère occidentale, à partir d'un paradigme lui-même qui est infectieux. Il infecte même la société. Percevoir les personnes 70 ans, 75 ans, 80 ans, 95 ans, 100 ans de troubles cognitifs, d'Alzheimer, d'oubli, je pense, c'est vraiment encore des injustices infligées à ces personnes au nom de ce paradigme scientiste. S'il vous plaît, ne percevez pas ces personnes à partir de ce paradigme, parce qu'il a infecté aussi les sciences sociales, les sciences médicales, les sciences psychologiques, les percevoir dans leur propre identité en tant que source de savoir, d'expérience et de transmission des valeurs. Et merci beaucoup. Ok, alors je ne sais pas si les intervenants ont peut-être envie de réagir. Alors après, effectivement, merci pour ces témoignages, mais c'était... oui, je prendrai des... juste comme ça pour faire une première pause, s'il y a des... Non, pas dans l'immédiat. Ok. Juste, madame, oui, il n'y a pas que les mots, c'est sûr qu'il n'y a pas que les mots. Et une des questions qu'on se pose, nous, on est allé en accueil de jour, et c'est vrai qu'on va aller en maison de retraite. Et la question de la prise de parole en maison de retraite ne va pas prendre la même forme, et il faut trouver des formes d'expression différentes, adaptées aux personnes. Mais quand on peut créer les conditions pour qu'une parole s'exprime, je pense que c'est aussi important, parce que ça permet de transmettre d'autres choses. Sur le paradigme dit biomédical de qualifier Alzheimer des troubles, bon, Peter Whitehouse l'a dit, il a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Le mythe de la maladie d'Alzheimer. C'est pas le seul. Ce livre a un certain nombre de vertus parce qu'on nous a raconté un certain nombre de sornettes sur la maladie. Pour autant, je ne crois pas qu'avoir une lecture biomédicale d'une maladie soit toujours déshumanisant. Je ne partage pas l'opposition entre un modèle biomédical qui serait déshumanisant, une approche des sciences humaines qui serait par nature reconnaissante de la singularité profonde des êtres. Je peux vous citer un certain nombre d'études en SHS ou en psychosocial qui ne sont pas du tout respectueuses des personnes. Et on pourrait se demander, dans certains cas, ces personnes, elles ont aussi des problèmes de santé, ne pas les reconnaître comme telles, comme des maladies, ça peut être un déni des droits aussi. Donc je suis partiellement d'accord avec ce que vous dites et partiellement en désaccord, monsieur et madame. Oui, allez-y, pardon, allez-y. Thank you. I guess my question is particularly for Sabrina, but if others have thoughts about it, I'd welcome them. So one piece of our work involves working with local authorities in the United Kingdom in care home facilities. And one of the issues that did not come up in the panel, but has been coming up in our work with them, concerns what's clinically known as dementia aggression and violence in the dementia population. It's a tragic phenomenon, but it's actually, and there's not much discussion about it, but it's quite prevalent. In advanced Alzheimer's, about 30% of patients exhibit violent behavior. And it leads to a terrible cycle in management. Sometimes it leads to medication, but what's much more common is a progression through placements from an open placement with an open door. This is partly in response to the thoughts about the doors. From an open door to progressively more and more closed doors with more and more closed limitations on rights. One of the phenomena one finds in the United States especially is that patients who are living in open facilities go out and buy weapons that are then kept inside the care home. And when those are identified, the management has a dilemma about care, protection of other patients and staff. At any rate, I would just wonder whether this is an issue that you have encountered in the facilities that you're dealing with, and if so, if there are some creative, better alternatives for managing this, I think, rather unknown and under-discussed phenomenon. Thank you. Oui, le temps de prendre connaissance en français de la question.
L'agressivité et la violence, oui, on y est confronté chez les résidents, et notamment les résidents effectivement atteints de démence. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça fait référence aux unités protégées, à ce que je disais du fait, à la réflexion qu'on faisait sur les unités protégées, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, je parle pour les établissements d'ADEF Résidence, donc j'en ferai pas une généralité, mais en tout cas, ADEF Résidence, sur les 35 EHPAD de l'association, on se rend compte qu'une majorité des résidents qui sont orientés en unité protégée, donc dans des lieux fermés, c'est parce qu'ils veulent sortir, notamment. Et donc aujourd'hui, on enferme des gens qui veulent sortir. Et là, souvent, on vient majorer, involontairement bien sûr, mais on vient majorer des troubles et qui peuvent susciter de l'agressivité. Et on a à s'interroger aujourd'hui, on a à interroger bien sûr la maladie et comment elle influe sur les comportements, et à mieux comprendre comment ces maladies influent sur les comportements. Et je pense que là, la recherche médicale et les avancées scientifiques vont nous y aider, mais on a aussi à interroger nos pratiques institutionnelles et nos pratiques professionnelles. Donc comment est-ce qu'on favorise aussi ce qu'on appelle aujourd'hui troubles du comportement. J'ai plusieurs exemples de situations qui me viennent en tête et où... un truc qui me vient en tête, mais c'est les rondes la nuit. Enfin, on passe systématiquement chez les résidents la nuit pour voir s'ils dorment bien, si leur protection n'est pas souillée, etc. etc. Comment est-ce qu'on vient susciter de l'agressivité, j'entends emmerder, oui, voilà, susciter de l'agressivité, en tout cas des comportements qui après vont poser problème dans l'institution. Donc vraiment, nous, notre travail, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que les pratiques professionnelles, institutionnelles, comment l'organisation peut essayer d'être plus adaptée aux personnes qui sont accueillies. La toute dernière question, au centre, si j'ai bien compris. Je voulais répondre à une question à propos de ce qu'elle a dit, la dame. Après, je comprends ce qu'elle dit, que le fait que des personnes qui déambulent, ça peut faire peur. Mais entre-temps, moi, je vous le dis, moi, je suis quelqu'un de... Je me la joue pas les grands hommes, mais je suis quelqu'un de calme et tout. Moi, je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup la nuit. Et quand j'ai voulu déambuler, marcher dans les couloirs, parce que je suis hospitalisé 2 semaines, comme ça, par moi-même. Donc lorsque je voulais déambuler vers les coups de minuit à peu près, parce que j'arrivais pas à dormir, donc je voulais marcher pour dormir, quoi, histoire de trouver le sommeil, ils m'ont dit quoi ? Monsieur, retournez dans votre chambre, c'est l'heure de se coucher. Donc ça, déjà, rien que ces phrases-là, j'avais l'impression que c'était ma mère qui allait venir me border presque, quoi. Excusez-moi, c'est vrai. Et donc ça fait au final... voilà, donc il y a aussi un autre problème, comme on peut dire, faut peut-être essayer de payer plus cher, peut-être parce que ça peut faire user de lino, quoi. Non, vous n'avez pas compris l'expression, je l'ai mal dit, je crois. Merde. Sylvie, je vais m'aider. Non, mais plus sincèrement, il y a aussi au foyer où je suis actuellement, il y a une certaine personne qui marche beaucoup, qui fait des allers-retours. Ça me saoule, je suis bien d'accord, c'est énervant, mais aussi c'est peut-être une manière pour la personne de lui enlever son stress, si jamais il a des autres choses, qu'il n'y a pas de solution. Peut-être il déambule comme ça pour marcher, faire des allers-retours, pour lui enlever les problèmes qui sont dans sa tête, pour cogiter, qu'est-ce qu'il veut faire. Parce qu'il y a des moments où on ne peut pas rester sur place. Il y a des moments, pour réfléchir, on est obligé de marcher, quoi. Pour des personnes comme ça, quoi. Comme moi, comme n'importe qui. Voilà. Voilà. Écoutez, merci. Je ne sais pas si Sabrina, non. Voilà. Merci pour votre témoignage. Donc, la session est clôturée. Donc, je remercie chaleureusement les intervenants.